Alors, bienvenue au cours 14, le deuxième cours où on va parler du mouvement parabolique. Et il s'agit du deuxième cours de la semaine du 20 avril. Alors aujourd'hui, on va continuer avec d'autres exercices ou exemples sur le mouvement parabolique, mais on va augmenter un petit peu le degré de complexité. Dans un premier cas, on va voir un exercice où est-ce qu'on combine deux mouvements un à la suite de l'autre. Donc le mouvement parabolique, c'est une partie du problème. Et dans les exercices qui vont suivre celui-là, on va aussi regarder des cas où est-ce qu'on analyse un mouvement parabolique, mais on doit travailler avec un peu plus d'algèbre, disons un système de deux équations à deux inconnues, par exemple. OK, donc on va commencer par analyser la situation décrite à l'exemple 3P. On la voit ici sur vidéo. Fait qu'un jeune un peu téméraire, disons, il a descendu un toit. Alors, on a fait des estimations là, de comment on pouvait analyser cette situation-là. On veut savoir, dans le fond, vous avez vu, il a atterri sur une butte. Donc, si on voulait prédire à quel endroit il faudrait mettre la butte par rapport à la distance, là, par rapport au mur de la maison. Donc, on veut trouver, dans le fond, la distance horizontale qu'il va parcourir dans les airs. Alors, on commence avec ici un petit schéma là, de la situation. Donc, on dit aussi qu'on va négliger le frottement sous le traîneau. Dans la réalité, il y a toujours un petit peu de frottement, mais c'est quand même, on va supposer qu'il est assez faible pour le négliger. Et on va prendre pour acquis que la personne a glissé environ 2 mètres le long du toit. Le toit, on connaît son angle d'élévation qui est de 30 degrés. Et puis, à partir de là, on estime que la hauteur du toit, à sa base, là, c'est 3 mètres au-dessus du sol, donc verticalement. Donc ici, il faut comprendre qu'on a premièrement un mouvement rectiligne uniformément accéléré pendant que le traîneau glisse sur le toit. Donc ça va se faire ici comme sur un peu un objet qui glisse sur un plan incliné. Donc ça semble un peu à des exercices qu'on avait fait précédemment là, avant le mouvement parabolique. Après ça, c'est suivi du mouvement parabolique qui est dans les airs. Alors, si on commence par l'analyse du mouvement qui se fait sur le toit, on peut constater qu'on n'a pas grandes informations qui sont données à part la distance qui est parcourue. La raison, c'est que, en fait, ici, on va pouvoir calculer l'accélération. Donc, on va faire une petite révision là, dans le fond, de la section 2. On va aller chercher l'accélération à partir d'un diagramme des forces et de la deuxième loi de Newton. Ici, bien sûr, le prochain test va être sur la section 3, mais il est possible qu'on vous redemande des situations de la section 2 si on les a vues dans le cadre d'exemple. Donc, celui-ci, si on vous demande de refaire ce calcul-là, vous devriez être en mesure de le faire dans le test 3, même si c'est de la matière précédente. Mais on n'ira pas, dans le test 3, vous apporter une situation nouvelle ou différente vraiment là, de ce qui va avoir été revu dans le cadre d'exemple. Donc ici, pour le diagramme de force, disons que mon carré, là, mon rectangle, c'est la personne et son traîneau. Donc il y a le poids qui s'exerce verticalement vers le bas et on a une normale ici qui empêche le traîneau de passer à travers la surface du toit. Donc comme on néglige le frottement, je ne l'ai pas mis. Et ça veut dire que c'est tout. On n'a que deux forces qui agissent sur le traîneau alors qu'il glisse vers le bas de la pente. Donc, dans un cas comme ça, on va faire pointer notre axe des X dans le sens de l'accélération. Fait que le traîneau accélère vers le bas du toit. Alors, on a un axe des X ici, un plan cartésien incliné. Donc, si on fait notre calcul d'après la deuxième loi de Newton, la somme des composantes de force en X devrait donner la masse fois l'accélération de la personne. Là, vous vous dites peut-être, ben la masse de la personne n'est pas donnée, mais je vous rappelle que dans une situation sans frottement, elle s'annule dans le calcul, donc sur un plan incliné, on n'en a pas besoin. Donc ici, au lieu d'écrire le poids, j'ai écrit mg, là j'ai laissé ça en symbole dans mon équation. Donc pour la composante du poids qui est parallèle à l'axe des x, ça va correspondre à mg, mon poids, fois le sinus du petit angle qui correspond à l'inclinaison de la pente. Donc, on retrouve le 30 degrés entre le vecteur du poids et le y négatif. Donc, le sinus de ça, ça va être le côté opposé ici à notre 30 degrés. C'est ce qu'on cherche au niveau de notre composante de poids. Alors, on met ça dans notre équation. La normale, quant à elle, n'a pas de composante selon x. Alors, c'est tout. Et ça va donner la masse, donc, fois l'accélération en x. Alors, la masse s'annule et on peut isoler notre accélération qui correspond finalement à 9,8 sinus de 30.
ce qui donne 4,9 mètres par seconde carré. Donc, on a une accélération dans la direction de notre axe des X, donc parce que c'est positif, de cette valeur-là. Alors ici, on va devoir faire un petit peu de cinématique. On revient à la section 3 parce que dans le fond, on veut trouver la vitesse finale que va atteindre le traîneau sur le rebord du toit parce que cette vitesse finale-là du mouvement sur le toit va devenir la vitesse initiale de notre mouvement parabolique qui va suivre. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme information. Mais il faut comprendre ici que OK. Dans la section cinématique, on travaille énormément avec des systèmes d'axes conventionnels, c'est-à-dire l'axe des X horizontal vers la droite, l'axe des Y vers le haut positif. Donc, dans ce cas-ci, ce ne sera pas le cas. La raison, c'est que l'information avec laquelle on veut travailler pour nos équations du MRUA, c'est une accélération constante, puis notre accélération, elle est constante et elle est connue le long de la pente de notre toit. Donc là, on va vraiment continuer pour l'instant à faire nos calculs selon l'axe des X qui est penché. Okay? Donc, on utilise l'axe des X dans le sens de l'accélération calculée, ce qui va nous donner une composante d'accélération donc qui reste la même de 4,9 mètres par seconde carré et ça va nous permettre de travailler directement avec la valeur ici de 2 mètres qui nous est donnée. Ça va correspondre au déplacement du traîneau le long du toit, donc qui est dans la même direction que l'accélération. Alors, on a un déplacement de 2 mètres. On présume que la personne est partie avec une vitesse initiale de 0, puis on connaît l'accélération dans la même direction que notre déplacement et c'est 4,9 mètres par seconde carré. Si on regarde ceci, on cherche la vitesse finale, on ne s'intéresse pas vraiment à la variable de l'intervalle de temps. Donc, on va travailler avec l'équation des vitesses carrées. Alors, la composante de vitesse finale va pouvoir être trouvée à partir de cette équation-là. J'ai inséré ici mes valeurs connues, donc la vitesse initiale de 0 au carré, ça reste 0, je n'ai pas mis le carré. Ensuite, plus 2 fois mon accélération positive de 4,9 fois le déplacement de plus 2 mètres aussi. Alors, on prend la racine carrée, puis on va chercher ici la composante de vitesse finale selon l'axe des X. Donc, ça se dirige toujours dans la même direction là, vers le bas de la pente, ce qui est le sens positif de notre axe. Donc, quand on prend la racine carrée, on retient la valeur positive. Donc, on a une composante d'accélération de 4,43, non, excusez, j'ai dit accélération, de vitesse donc de 4,43 mètres par seconde à la fin du toit. Donc ça va devenir la vitesse initiale du mouvement parabolique, mais cette vitesse-là, elle va être inclinée dans la direction là, du mouvement qui se faisait vers le bas de la pente. Donc là, on va passer à l'analyse du mouvement parabolique. Donc, j'ai ajouté ici, vous voyez sur le schéma, le vecteur de vitesse initiale. J'ai mis V0, là, ça pourrait être remplacé par VI. OK. Donc, maintenant, là, quand on a un mouvement parabolique, les accélérations, les informations qu'on a comportent les accélérations gravitationnelles selon un plan cartésien traditionnel. L'axe des Y vers le haut et l'axe des X vers la droite ici. Donc, il est vraiment important de réaliser qu'à ce moment-là, on revient à notre système d'axe conventionnel, ce qui implique qu'on va devoir décortiquer notre vitesse qu'on a calculée là, en composantes selon ce système, ce référentiel-là. Alors ici, notre vecteur pointe vers le bas, okay, dans le 4e cadran. Il ne faut pas oublier qu'on prend toujours l'orientation de vecteur par rapport au début de la flèche, là, si on le met dans un schéma. Donc ici, on va avoir une orientation. Bien, si on prend l'orientation conventionnelle, on pourrait dire qu'il s'agit d'une orientation de 330 degrés. Mais sinon, on peut utiliser moins 30 degrés. Donc, le 30 degrés se situe entre la vitesse initiale du mouvement parabolique et l'axe des X. Donc, on va aller chercher les informations qu'on a. On va séparer les composantes en X et en Y. Donc, selon l'horizontale, on sait qu'il n'y a pas de force qui agisse sur le traîneau pendant le mouvement. Donc, il n'y a pas d'accélération. L'accélération, sa composante est de 0. Pour ce qui est de la vitesse initiale, on calcule la composante horizontale. Donc, on peut prendre ici 4,43 cosinus de 30 ou encore cosinus de l'orientation conventionnelle de 330. On obtient une composante de 3,836 mètres par seconde. Selon la direction Y, on connaît l'accélération gravitationnelle, donc moins 9,8 mètres par seconde carré. Pour ce qui est de la vitesse initiale, sa composante en Y, on peut faire 4,43 sin de 330. Si on prend le petit angle de 30 degrés, il ne faut vraiment pas oublier qu'il s'agit d'une composante qui doit être négative. Donc, ce serait moins 4,43 sin de 30.
Donc, on a une composante de vitesse initiale en y de moins 2,21 mètres par seconde. Et on connaît aussi la hauteur du mur, donc c'est-à-dire que le déplacement vertical du traîneau va correspondre à la position finale verticale moins la position initiale verticale, donc 0 mètres moins 3 mètres. Donc, on a un déplacement négatif de 3 mètres. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait dans le cadre du dernier cours, là, dans plusieurs exercices. Pour trouver la distance parcourue en X, ça nous prend l'intervalle de temps. L'intervalle de temps, on va le calculer selon la direction Y. Donc, j'ai sorti ici l'équation de la parabole du mouvement en Y, la fonction parabolique de la position en fonction du temps. Alors, si on insère nos composantes de vitesse en Y, d'accélération et de déplacement là-dedans, on obtient une équation de type quadratique. Alors, à l'aide de l'équation que vous connaissez pour résoudre, on peut aller extraire la valeur delta t. Ici, il y a une solution qui est négative et une solution positive. Je n'ai pas transcrit la solution négative puisque c'était assez direct. Là. On cherche un temps, donc on exclut automatiquement la valeur qui est isolée comme étant un temps négatif. Alors, on obtient ici que le traîneau va passer 0,589 secondes dans les airs. À partir de cette information-là, on va pouvoir traiter le mouvement en X. Donc, j'ai pris la même équation là, de la parabole de la position en fonction du temps. En fait, je dis parabole, mais ici, on a un cas particulier où l'accélération est de 0. Donc, le dernier terme ici de l'équation est nul, ce qui fait que finalement, on se retrouve avec plutôt une équation d'une droite. Mais bref, le déplacement delta x horizontal va correspondre à la vitesse initiale en x fois l'intervalle de temps. Remarquez ici que j'ai mis la vitesse initiale là, de 4,43 cos de 30, comme si on ne l'avait pas encore calculé, mais on pourrait mettre directement la valeur 3,836 qu'on avait. Alors, on obtient qu'il faudrait placer une butte de neige là, à 2,26 mètres du mur si on voulait amortir l'atterrissage de notre ami qui fait le cascadeur. OK, alors, prochaine situation qu'on va étudier maintenant, c'est quelqu'un qui saute, qui tente de sauter d'un côté à l'autre d'une piscine creusée. Et, oups, il manque son coup. On va regarder, mais il est arrivé, vous voyez, là, les pieds là, tout juste sur le bord. Donc, on va supposer qu'il a tout juste réussi. On se questionne à savoir quelle vitesse initiale il devait avoir, en tout cas, s'il veut tout juste réussir le saut d'un côté à l'autre de la piscine. Donc, une piscine qui fait une largeur de 4 mètres. On estime qu'il a sauté à un angle de 35 degrés d'élévation par rapport au sol. Donc, ici, si on examine la situation, encore une fois, on a un mouvement parabolique, donc on doit travailler avec un système d'axe conventionnel. On sépare les informations horizontales et verticales. Aucune accélération selon l'horizontale. On a le déplacement en X qui doit être fait, qui est de 4 mètres, la largeur de la piscine. Puis, on a aussi l'orientation de notre vitesse initiale, mais on ne connaît pas son module. Donc, on veut par contre exploiter le fait qu'on nous donne l'orientation. Donc, comment on peut transcrire ça? C'est qu'on va écrire ici que la composante de vitesse initiale en X correspond à une inconnue, le module de la vitesse initiale, fois le cosinus de 35. Donc, tout ce morceau-là, ici, c'est la composante en X de la vitesse. Puis on va faire la même chose avec la vitesse en Y, mais en utilisant le sinus. La façon de faire ça, je vais vous dire, dans le fond, c'est que ça réduit d'un inconnu. Si on avait juste écrit vitesse initiale en X ici, c'est inconnu, vitesse initiale en Y, c'est inconnu, à ce moment-là, on aurait deux inconnus. Cependant, en écrivant nos vitesses initiales de la façon que je viens de les faire apparaître ici, on n'a qu'une seule et même inconnue dans les deux expressions, vitesse initiale, que ce soit en X ou en Y. On a le module de vitesse initiale qui est inconnu seulement. Donc, pour les paramètres en Y, on a l'accélération gravitationnelle. On a la vitesse initiale en Y qui est le module de vitesse initiale inconnu qu'on cherche, fois le sinus de 35 degrés. Et autre chose, c'est que c'est pas dit directement dans la question, mais une piscine creusée, c'est sur un sol plat, là, donc normalement, en tout cas, l'eau, elle va être plate, donc ça veut dire qu'il faut que la hauteur à la fin du saut soit à la même hauteur qu'au début du saut. Donc, ça équivaut à un déplacement vertical de 0, parce qu'on arrive à 0, puis on est parti de 0. Alors, on va commencer par écrire l'équation avec les informations qu'on a en Y. Donc, j'ai sorti l'équation de la parabole de la position en fonction du temps. Si j'insère mes valeurs là-dedans, là, j'ai un cas un peu particulier à cause du fait que le déplacement Y est égal à 0. Voyez-vous ici que dans l'équation qu'on a,
ça va permettre de simplifier l'équation. Elle ne sera plus de deuxième degré. La raison, c'est qu'on peut diviser chaque terme de notre équation ici par la variable delta t. Et ça va faire en sorte que le 0 va être divisé par delta t, ça donne 0, ça demeure 0. Ici, dans le deuxième terme, celui à droite du égal, ben, le delta t va simplement être annulé par lui-même. Puis, le dernier terme à droite, on va avoir un delta t au carré qui devient simplement delta t parce qu'on l'a divisé aussi par delta t. Donc, on se retrouve avec une équation qui n'est plus de second degré. Donc là, j'ai une équation à deux inconnus. La vitesse initiale est inconnue, puis il me reste un delta t aussi à côté du 4,9. J'ai décidé ici que je vais isoler une des inconnues en fonction de l'autre. Là, c'est un peu au choix, mais comme je cherche à isoler la vitesse initiale, ben, j'ai décidé d'isoler ici d'abord le delta t. En substituant ici delta t dans mon... Je vais avoir plus tard une autre équation. Je vais pouvoir espérer conserver la vitesse initiale pour pouvoir l'isoler. Donc, je me retrouve ici avec delta t égale vitesse initiale l'inconnu fois le sin de 35 sur 4,9. Donc, j'appelle ça ma première équation, mais je la laisse de côté pour l'instant. Je vais aller examiner qu'est-ce que je peux faire avec mes paramètres aussi en x. Donc, même équation pour les x ici, sauf que le dernier terme ici se réduit à 0 étant donné que l'accélération est nulle. Alors, j'ai un déplacement de 4 mètres en x et j'ai la vitesse initiale qui est VI cos de 35 fois le temps. Donc, c'est tout ici pour ma deuxième équation. Elle comporte les deux mêmes inconnus qu'en y. Vous voyez que j'ai vitesse initiale ici, vitesse initiale là, delta t, delta t. Donc, je peux faire une substitution. C'est ce que je vais faire ici. J'avais déjà isolé delta t en fonction de VI dans l'équation 1. Donc, je vais aller insérer l'équation 1 dans l'équation 2, donc faire la substitution. Ça veut dire qu'ici, delta t ici va prendre la valeur de mes termes de l'équation 1. J'ai décidé d'assembler, comme là, je me retrouvais avec un VI cos 35 fois VI sin de 35. J'ai apporté mes deux VI qui sont multipliés ensemble, donc je les ai remplacés par VI au carré. Ça va me permettre d'isoler ma réponse parce que, dans le fond, on se retrouve avec un calcul relativement simple. Là, je vous rappelle qu'on cherche le module d'un vecteur, donc ça ne peut pas être négatif. Alors, quand on prend la racine carrée, on ne retient que la solution positive. Alors, pour réussir à sauter d'un côté à l'autre de la piscine, ça prenait au minimum une vitesse d'intensité initiale d'intensité 6,46 mètres par seconde. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'aurait pu faire la personne pour maximiser ses chances d'atteindre l'autre côté de la piscine? Dans le fond, probablement que, étant donné qu'il était face à un très gros saut à faire, il a probablement déjà couru à la vitesse la plus rapide qu'il pouvait avoir. Donc, le 6,46 mètres par seconde, on suppose que c'était pas atteignable pour la personne. Il y a une autre chose qui affecte la portée horizontale d'une personne qui saute dans les airs ou de tout projectile, c'est l'angle à laquelle le projectile fait son mouvement là, à partir de sa vitesse initiale. Donc ici, la personne a sauté à un angle de 35 degrés. Je vous rappelle qu'on a vu ensemble à la fin du dernier cours que la portée horizontale est maximale lorsque l'angle de la vitesse initiale est de 45 degrés. Donc ici, ça c'est la différence, là. Ça aurait pu faire la différence entre réussir le saut ou ne pas le réussir. Alors, c'était pas demandé dans la question, mais je veux juste faire la petite vérification avec vous. Comme en augmentant l'angle d'élévation du saut, il aurait eu à fournir une vitesse maximale moins élevée la personne. Donc ici, si je reprends l'équation que j'avais à la fin de mon calcul ici, dans laquelle j'avais trouvé la vitesse initiale, mais je change mon orientation pour 45 degrés. On va voir ici que la vitesse initiale requise va être inférieure à 6,46 mètres par seconde. Donc, si je remplace mon angle par 45 degrés, ce n'est pas une vitesse initiale de 6,46 mètres par seconde que je dois fournir, mais plutôt de 6,26 mètres par seconde. C'est pas une grosse différence, mais quand on est au maximum là, de sa vitesse maximale, ça peut faire la différence entre être capable de fournir ça versus ne pas se rendre de l'autre côté de la piscine. OK, donc ça fait le tour pour cette question-là. Il en reste une troisième pour aujourd'hui. On va analyser une balle de golf qui est envoyée là, à partir du bâton. On va regarder des situations, mais je vous fais une petite mention, là, c'est-à-dire en général, le golf, la balle va très, très rapidement. Okay? On va négliger aujourd'hui le frottement de l'air dans nos exercices, mais sachez que les joueurs de golf ne peuvent pas négliger le frottement de l'air. Ça affecte quand même la portée de leur balle, puis
de leur tir. Donc, nous, dans le cadre de nos exercices, on le néglige, mais probablement que la portée réelle de la balle serait inférieure aux valeurs que nous, on va calculer. Donc, dans un premier cas, on nous dit que on a une balle qui est frappée à 60 mètres par seconde. Donc, comme vitesse initiale, sur un terrain plat, je ne suis pas sûre que c'est écrit sur le terrain plat dans vos notes de cours, mais si ce n'est pas écrit, il faudrait que je l'ajoute parce que sinon il manque d'informations. Donc, le terrain est plat et on demande quelle est la portée maximale de la balle. Donc, on vient de revenir sur cette question-là. La portée maximale, c'est lorsque l'angle de la vitesse initiale est de 45 degrés. Donc, j'ai utilisé ça pour calculer le module, non pas le module, la composante en X de la vitesse initiale de la balle, qui est de 42,426 mètres par seconde. Et en X, on n'a pas d'accélération, on cherche la portée. Et comme on a utilisé l'angle de 45 degrés, cette portée-là en X sera maximale. Maintenant, si on regarde la direction Y, on peut aussi calculer notre composante de vitesse initiale en Y. Comme l'angle est de 45 degrés, en fait, c'est la même grandeur de composante. Ici, on a une composante Y positive, 42,426 mètres par seconde. On a l'accélération gravitationnelle en Y, et comme j'ai mentionné que le terrain est plat, on présume que la balle va terminer à la même hauteur qu'elle a été frappée, donc un déplacement vertical net de 0. Alors, on y va avec notre calcul pour trouver le temps, la durée du mouvement dans les airs. On a ici la portée, non pas la portée, excusez, on a la formule ici de l'équation de la parabole de la position en fonction du temps, dans laquelle le déplacement est 0. Donc, on va faire cette simplification-là à quelques reprises aujourd'hui, mais remarquez qu'on ne peut pas toujours faire ça quand on est une équation quadratique. C'est simplement dans le cas où est-ce que le terme constant est 0. Donc, ça fait en sorte qu'on peut diviser par delta t et réduire notre équation qui était de second degré à une équation de premier degré. Donc, là, je peux isoler directement mon temps parce que delta t reste la seule inconnue. Donc, j'obtiens ici que la balle va passer 8,66 secondes dans les airs. Alors, je me sers de cette durée-là pour aller calculer la portée de mon projectile, qui sera la portée maximale à cause que l'angle était de 45 degrés. Donc, j'ai ici ma vitesse initiale en X fois ma durée de mon trajet dans les airs et j'obtiens que la portée maximale pour une balle qui est lancée à 60 mètres par seconde est de 367 mètres. Maintenant, deuxième question, on va modifier un peu l'approche. On nous dit que la portée maintenant n'est pas la portée maximale. C'est une portée de 275 mètres et on nous demande à quel angle a été lancée la balle si la vitesse initiale est de même module 60 mètres par seconde. Okay? Donc, ce que je connais d'abord, ça veut dire qu'en X, j'ai la portée, donc j'ai le delta X de 275 mètres. J'ai l'accélération en X qui est nulle. En Y, j'ai toujours l'accélération gravitationnelle de moins 9,8 et un déplacement vertical de 0. Je vais ajouter à ça, on va faire un peu comme tantôt. Pour notre vitesse initiale en X et en Y, on ne connaît pas tout le paramètre, mais on connaît une des deux valeurs qui est nécessaire pour les calculer. Par exemple, ici, ma vitesse initiale en X, bien, je sais que son intensité est de 60 mètres par seconde. Je ne connais pas son angle par contre. Donc, je vais écrire 60 cos de θ, l'angle initial de la vitesse. Alors maintenant, pour le Y, bien, ça va être plutôt vitesse initiale en Y égale 60 mètres par seconde, sin de cette orientation-là. Fait que ça me permet de passer de deux inconnus qui auraient été VIX, VIY à un seul inconnu. Donc 60 cos θ, 60 sin de θ, j'ai seulement l'angle qui est inconnu. Alors, c'est un peu la même approche qu'on a faite tantôt. On va devoir faire une substitution dans le cadre d'un problème comme ça. Les problèmes où on cherche à déterminer la vitesse initiale, son module ou encore son orientation, c'est très fréquent qu'on va avoir à faire une substitution de nos équations, une équation en X, une équation en Y. Donc, on va commencer par les X ici. Ici, dans mon équation, toujours la même, j'ai la portée ici horizontale qui est égale à ma vitesse initiale, donc qui comporte l'angle que je ne connais pas, fois le temps, plus 0 pour le terme d'accélération. Ça va être mon équation 1. Mon équation 2, ça va être l'équation équivalente avec les valeurs en Y. Donc, pour l'équation en Y, j'ai 0, delta Y égale la vitesse initiale en Y fois le temps, moins la demi de l'accélération gravitationnelle, en fait, plus la demi de l'accélération gravitationnelle, donc ça donne un négatif, fois delta t carré. Comme j'ai mentionné tantôt, encore une fois, on travaille sur le terrain plat, donc on a un terme constant de notre quadratique qui est 0. Il n'y a pas de valeur c. Alors, on peut diviser par le delta t tous les termes
et se retrouver avec une équation où est-ce que delta t est seulement au premier degré. Donc, j'ai isolé ici mon intervalle de temps en fonction de θ. Alors, c'est égal à 60 sin de θ sur 4,9 et c'est ma deuxième équation avec les mêmes inconnus que dans la première équation. Donc, je vais pouvoir substituer l'équation 2 dans l'équation 1. Alors ici, je me retrouve avec 275 égale 60 cos de θ fois 60 sin de θ sur 4,9. Bon, j'aurais beau faire tout ce que je veux avec ça, je vais me retrouver avec le cos de θ fois le sin de θ égale une constante. Ça peut sembler quelque chose où est-ce qu'on va bloquer, ok? Parce qu'on ne peut pas isoler directement θ de ceci. Cependant, bon, ça c'est le seul cas dans les mouvements paraboliques. Si vous cherchez l'angle initial de la vitesse, vous allez avoir besoin d'une identité trigonométrique. Celle-ci se trouve dans vos notes de cours, mais aussi à la fin de votre livre dans l'annexe mathématique. Donc, il y a une équivalence entre cos θ et sin θ. Okay? L'identité, c'est la suivante, c'est 2 cos de l'angle fois le sin de l'angle égale sin de 2 fois l'angle. Alors, on va ici, dans notre équation, remplacer cos θ sin de θ par sin de 2θ sur 2. Et là, ça va être simple d'isoler. OK, donc je vais simplement faire 2 fois mon 0.374. Ensuite, je vais faire arc sinus de la valeur et ça va me donner 2 fois mon angle. Donc, je vais le diviser en 2. À partir de là, je trouve que la balle a pu être lancée à un angle de 24,2 degrés avec la vitesse de 60 mètres par seconde pour avoir la portée horizontale de 275 mètres. Mais, n'oubliez pas, il existe, sauf pour le 45 degrés, 2 angles possibles qui donnent la même portée horizontale. Alors, ils sont symétriques par rapport à, disons, 0 degré et 90 degrés, l'axe de symétrie étant un peu au 45 degrés. Fait qu'on peut dire ici qu'on a 2 angles possibles. Okay? Il aurait été possible de lancer la balle à 24,2 degrés comme vitesse initiale ou encore à une vitesse initiale orientée à 65,8 degrés. Donc, ça fait le tour pour les mouvements paraboliques. Là, on a vraiment fini le contenu de la section 3.2. Donc, je vous invite, si vous aviez bloqué sur certains exemples là, ou d'exercices, de les revisiter. Avec qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ça permet de faire des exercices plus avancés. Là, vous avez ici un peu une méthode pour pratiquement chaque type de questions qu'on peut vous poser. Fait que référez-vous aux exemples pour essayer de compléter vos exercices. Donc, sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. On va se revoir la semaine prochaine avec la suite de la section 3, le dernier cours de la section 3. Merci. Au revoir.